Bonjour, je suis Henry Keane. Ceci est News Pulse sur UAE TV. Bienvenue à l'émission du vendredi. Aujourd'hui, dans l'épisode 5 jours d'affilée d'incendie. Les travailleurs de Russian Pulse ont fini par se révolter après une attaque massive de drones. Le président Zelensky est en Arabie Saoudite pour une défense historique. Un accord formidable et magnifique a été signé. Le Kremlin est à court d'argent. Littéralement, Poutine force ses oligarques à faire des dons pour sa guerre, pour tenter de s'emparer de la région ukrainienne de Donetsk. Les terminaux pétroliers de la région de Leningrad, en Russie, à Ust-Luga et Primorsk, ont été attaqués par des drones ukrainiens pour la deuxième fois. 5 jours d'affilée, les ports russes sont en feu et même les attaques précédentes sur Ust et Luga ont causé de graves dégâts. 3 pétroliers maritimes, 5 réservoirs de stockage de carburant, 3 quais et plusieurs unités de traitement du pétrole ont été complètement détruits. Et donc, la nuit dernière, les ouvriers du port, dont la plupart sont en réalité des migrants du Kazakhstan, ont déclenché une émeute là-bas. Un conflit a éclaté lorsque l'équipe de sécurité du terminal a tout simplement refusé aux travailleurs l'accès à leur lieu de travail. Et au milieu de tout ce chaos, un agent de sécurité local russe n'a rien trouvé de mieux à faire que d'envoyer un véhicule de sécurité directement dans la foule en colère des ouvriers en émeute. Ce qui a évidemment encore attisé les troubles. L'Ukraine et l'Arabie saoudite ont conclu un accord. La signature d'un accord de coopération en matière de défense a été confirmée par Volodymyr Zelensky lors de sa visite en Arabie saoudite. Aucun détail concernant ce nouvel accord n'a été divulgué, si ce n'est que quelqu'un l'aurait qualifié de grand et magnifique, tandis que le président Zelensky a précisé que le document pose les bases de futurs contrats, d'une coopération technologique, d'investissement et renforce également le rôle international de l'Ukraine en tant que donateur de sécurité. Il a également souligné que l'Ukraine est désormais prête à partager son expertise en matière de lutte contre les drones et les missiles avec les partenaires de l'Arabie saoudite. Nous sommes prêts à partager notre expertise et nos systèmes avec l'Arabie saoudite et à travailler ensemble pour renforcer la protection des vies humaines. Aujourd'hui, pour la 5e année consécutive, les Ukrainiens résistent au même type d'attaques terroristes, de missiles balistiques et de drones que le régime iranien mène actuellement au Moyen-Orient et dans la région du Golfe. L'Arabie saoudite dispose également de capacités qui intéressent l'Ukraine, et cette coopération peut être mutuellement bénéfique. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine, sur X. Le département de la Défense des États-Unis a utilisé une partie des fonds européens réservés à l'Ukraine pour les rediriger vers d'autres achats militaires à l'intérieur des États-Unis, selon une note du Pentagone adressée au Congrès et consultée par le Washington Post. Voilà l'essentiel. Selon 2 responsables américains, des responsables ont indiqué que le Pentagone a informé le Congrès lundi de son intention de réaffecter environ 750 millions de dollars de fonds fournis par les pays de l'OTAN via le programme Pearl afin de reconstituer les stocks militaires américains plutôt que de les consacrer à leur objectif principal, à savoir fournir une aide supplémentaire à l'Ukraine. Le premier responsable a déclaré qu'il n'était pas clair si les pays européens participant à l'initiative comprennent exactement comment l'argent est dépensé à l'origine, car cela donne cette impression. L'argent que les alliés ukrainiens de l'OTAN avaient déjà fourni pour couvrir un besoin précis, à savoir l'achat de nouvelles armes pour l'Ukraine, sert désormais au réarmement des États-Unis à la place. Et l'Ukraine a remis tout l'armement qui était en stock provenant du programme USAID de l'ère Biden. Eh bien, quelle ingéniosité, n'est-ce pas? Quelle nouvelle loi aujourd'hui ressemble à cela? L'argent de l'OTAN pour l'Ukraine, prenez-le et utilisez-le comme bon vous semble, puisqu'il semble que cette OTAN n'est de toute façon pas une amie des États-Unis. Ce n'est qu'une sorte de responsabilité et elle devrait être traitée comme telle. Je suis tellement déçu par l'OTAN parce que c'était un test pour l'OTAN. C'était un test. Vous pouvez nous aider. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Si vous ne le faites pas, vous savez, si vous ne le faites pas, nous nous en souviendrons. Souvenez-vous-en. Souvenez-vous de cela dans quelques mois. Souvenez-vous de mes déclarations. Ils ont une expression, une très belle expression. N'oubliez jamais.
Et l'arrogance de la Maison-Blanche ne reste évidemment pas sans conséquence après la tentative scandaleuse de Trump de rejeter la responsabilité du déblocage du détroit d'Ormuz sur quelqu'un d'autre, de détourner la faute de sa propre guerre choisie vers les alliés en Europe, ainsi que le Japon, l'Australie et le Canada, et en les accusant d'avoir échoué à être de bons, magnifiques alliés. Pour Trump, le processus de préparation à la mission de déblocage d'Ormuz ne s'est en fait pas arrêté. Les Alliés ont commencé les préparatifs. C'est juste que les États-Unis ne font plus partie des Alliés. Et ce moment met en évidence le niveau de dégradation des relations transatlantiques, précisément sous la forme de la perception des États-Unis parmi les Alliés en raison de leurs propres approches de la communication américaine. C'est-à-dire que les Alliés ont refusé les États-Unis, mais les Alliés n'ont pas refusé l'idée et la responsabilité de débloquer le détroit. Cela, à son tour, les refus des Alliés ne sont que la conséquence des graines semées par les Américains eux-mêmes. La France et la Grande-Bretagne, en dehors des États-Unis, ont commencé à constituer une mission multinationale pour débloquer le détroit, à laquelle ont déjà rejoint 30 pays, l'Asie et le Moyen-Orient, le Japon, la Corée du Sud, la Nouvelle-Zélande, Bahreïn, les Émirats arabes unis et d'autres encore. De plus, le Canada, qui avait auparavant refusé une demande similaire des États-Unis, rejoindra désormais le groupe élargi à la place. Ainsi, le 19 mars, une mission multinationale alliée de 30 pays a tenu la première réunion constitutive à Londres et a signé une déclaration conjointe. Déclaration. Nous exprimons notre volonté de nous joindre aux mesures appropriées visant à garantir la libre circulation à travers le détroit d'Ormuz. Nous saluons la volonté des pays participants aux mesures préparatoires. Il est prévu qu'une autre réunion entre les départements militaires ait lieu cette semaine, avec la participation des chefs de la défense. Les états-majors des pays du groupe élargi qui ont déjà signé l'accord préliminaire issu de la déclaration conjointe des missions multinationales de déblocage. Eh bien, les Américains ont évidemment pris leurs alliés en otage par leurs propres actions qui sont maintenant forcés de réparer les erreurs de planification de la Maison-Blanche. Des erreurs ou des actes délibérés d'arrogance et de mépris comme celui du récent scandale Pearl. Lorsque l'argent collecté par les Alliés pour l'Ukraine a été redirigé sans aucune coordination avec les alliés du SAD vers des besoins américains. Et cela est désormais rendu public à l'international et ne manquera pas de laisser une tache sombre à long terme sur les États-Unis et sur leur réputation militaire, renforçant l'idée que l'Amérique sous Trump ne se donne même pas la peine de respecter ses propres engagements contractuels, rendant tout accord avec elle tout simplement peu fiable. Et tandis que Donald Trump réprimande l'OTAN et devient encore plus puéril en promettant de se venger dans 2 ou 3 mois, la Russie a commencé à livrer des drones Shahed améliorés à l'Iran pour l'aider à tuer davantage d'Américains. Comme le confirme le Financial Times, la Russie est sur le point d'achever une livraison échelonnée de drones, de médicaments et de nourriture à l'Iran, selon des rapports des services de renseignement occidentaux qui détaillent les efforts de Moscou pour permettre à son partenaire assiégé de continuer à se battre. Des hauts responsables iraniens et russes ont commencé à discuter secrètement de la livraison de drones quelques jours après qu'Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran, ont déclaré 2 responsables informés du renseignement. Le traitement des livraisons a commencé début mars et devait être achevé d'ici la fin du mois. Interrogé sur l'envoi de drones par Moscou à l'Iran, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré « Il y a beaucoup de fausses informations qui circulent en ce moment. » Une chose est vraie, nous poursuivons notre dialogue avec la direction iranienne. Eh bien, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent en ce moment, camarade Peskov, parce que vous en êtes littéralement la source, et elles fonctionnent plutôt bien, comme toute l'OTAN. Et les États-Unis réunis, les deux semblent n'avoir rien appris du tout au cours de la guerre d'agression russe en Ukraine. Et je le pense vraiment absolument rien. Les Alliés ont semblé tout ignorer pendant 4 années consécutives. Stratégie, tactique, expérience, victoire et échec de l'armée ukrainienne, tout cela a été considéré comme acquis, comme la guerre en Iran l'a clairement montré. Heureusement, j'étais juste un peu sceptique au début. C'est un système complexe. Nous avons formé des gars pendant très très longtemps pour qu'ils puissent l'utiliser.
Les Ukrainiens ont mis leurs meilleurs éléments dessus et s'y sont adaptés comme des poissons dans l'eau. Et en fait, nous apprenons actuellement de certaines de leurs techniques d'utilisation. Mais il est effectivement bon de savoir que la situation évolue dans le bon sens, du moins dans une certaine mesure. La Russie est susceptible de se concentrer sur des attaques contre les infrastructures énergétiques en cas d'attaque contre l'Alliance de l'Atlantique Nord. Selon le rapport annuel du secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, pour 2025, c'est pourquoi l'Alliance intensifie la formation dans ce domaine. Le rapport annuel, qui présente les principales conclusions et réalisations pour 2025, a été présenté par le chef de l'OTAN le 26 mars, rapporte un correspondant de Radio Liberty à Bruxelles. L'agression militaire de la Russie contre l'Ukraine a démontré que l'énergie est également susceptible de devenir l'une des principales cibles en cas d'attaque contre l'OTAN. L'Alliance tire les leçons de l'Ukraine tout en renforçant la formation, les exercices et la coordination pour la protection des infrastructures énergétiques critiques. Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN. Poutine force désormais son entourage oligarchique à contribuer aux besoins de la guerre alors que les coûts liés à l'Ukraine ont explosé. Il rêve toujours de s'emparer de l'ensemble de la région ukrainienne de Donetsk. Parmi les oligarques qui ont accepté, on trouve par exemple Suleyman Karimov, qui a annoncé sa volonté de contribuer à hauteur de 100 milliards de roubles, ainsi que le magnate de la métallurgie Oleg Taripaska. Eh bien, la machine de guerre russe est manifestement à court d'argent, surtout après les attaques de drones contre ses infrastructures pétrolières. Mais Poutine non seulement ne veut pas s'arrêter, il ne le peut tout simplement pas et il garde un visage impassible alors que son empire pétrolier est littéralement en flammes. Après les discussions aux États-Unis, il n'y a pas de véritable avancée vers la paix, car la Russie ne montre aucune volonté de diplomatie, a déclaré le président Volodymyr Zelensky après avoir reçu un rapport de l'équipe de négociation ukrainienne, qui est revenue des États-Unis. La situation géopolitique s'est compliquée en raison de la guerre avec l'Iran, et cela renforce la confiance du Kremlin, estime le président ukrainien. Il a ajouté que la Russie se prépare à frapper l'Ukraine en utilisant jusqu'à 1000 drones. Vladimir Poutine, président ukrainien. Nous répondrons à chacune de leurs attaques. Nous en parlons tout à fait ouvertement. La Russie, en dehors de la pression, et comme nous pouvons le constater, la pression mondiale sur la Russie diminue en réalité. Je ne parle pas des raisons pour l'instant, mais nous voyons des changements dans la politique de sanctions. C'est pourquoi, contrairement à tous les autres, ou à beaucoup dans le monde, l'Ukraine a ses propres sanctions. Les voici. Ce sont nos réponses. Ils doivent ressentir la pression. Si l'Ukraine ne répond pas à leur frappe, la Russie continuera tout simplement. Elle n'envisagera même pas une pause dans cette guerre. Des représentants des États-Unis, de la Russie et de l'Ukraine ont tenu 3 séries de discussions pendant l'hiver. Les 21 et 22 mars, des délégations d'Ukraine et des États-Unis se sont rencontrées. Les parties ont discuté de questions humanitaires et de la création de cadres de sécurité solides et fiables pour l'Ukraine, a expliqué le représentant spécial américain. Pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff. En ce qui concerne les garanties de sécurité, la partie américaine est prête à les finaliser après que l'Ukraine aura accepté de se retirer du Donbass. C'est ce qu'a rapporté le président Volodymyr Zelensky. Vous devez comprendre cela. Le retrait des troupes du Donbass, outre le fait que c'est une erreur, immorale, etc., mais un retrait du Donbass aujourd'hui signifie un affaiblissement de la défense ukrainienne. Exactement. La Russie a toujours un coup d'avance. Par exemple, les armes nucléaires dont il parle constamment, menaçant le monde entier. Et à chaque fois, dans une situation de blocage, à un moment donné, ils lancent un tel message. Et si jamais? Alors dis-moi, pourquoi ne recommencerait-il pas la guerre selon de nouvelles conditions, des conditions supplémentaires? Et ils diront au monde entier, regardez, si c'est non, alors nous pourrons utiliser cette arme. Et nous ne sommes pas protégés contre cela. Dans le même temps, Volodymyr Zelensky a suggéré que la Russie compte sur les États-Unis. La lassitude face au processus de négociation et un changement des priorités à Washington. Selon lui, la situation internationale, y compris les tensions au Moyen-Orient, influence les approches de l'administration américaine. Par ailleurs, le président de la Finlande a déclaré dans une interview aux médias norvégiens VUAG que les discussions au format trilatéral étaient arrivées à leur terme.
Dans le même temps, l'Europe a progressivement assumé une plus grande responsabilité et joue un rôle plus important dans le développement futur des événements en Ukraine. Nous comprenons bien les tactiques de négociation des Russes, et je crois que les Ukrainiens font confiance aux pays européens qui s'efforcent de leur apporter un soutien maximal. Mais le principal problème ici, c'est que je ne crois pas que la Russie veuille la paix. Par conséquent, la chose la plus importante pour l'avenir est d'accroître la pression sur la Russie. Mais malheureusement, compte tenu de la guerre en Iran et de la décision des Américains d'assouplir les sanctions sur la vente de pétrole russe, la situation évolue. Pas comme nous le souhaiterions. Alexander Stubb, président de la Finlande, lors d'une interview avec VG. La Russie va rapidement devenir un paria sur la scène mondiale, c'est pourquoi elle est intéressée à poursuivre les hostilités, estime le conseiller du bureau du président ukrainien Mikhailo Podolyak. Il a souligné que Moscou et Kiev poursuivent des objectifs différents dans les négociations. L'Ukraine souhaite mettre fin à la guerre le plus rapidement possible et parvenir à une paix juste avec des garanties de sécurité fiables. Alors que pour la Fédération de Russie, il est avantageux de prolonger le conflit afin de rester un pays capable d'influencer quelque chose à l'échelle mondiale. Nous comprenons que des conditions équitables signifient la désoccupation et que l'agresseur paie le prix total de tout ce qu'il a causé au pays qu'il a attaqué. Mais une formule relativement équitable est celle proposée par le président, à savoir l'arrêt de la phase active de la guerre. Nous restons là où nous sommes, avec des missions de surveillance. Et fondamentalement, le cœur de tout cela, ce sont les garanties de sécurité, c'est-à-dire ce qui fixera clairement l'impossibilité de répéter une telle guerre. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la Russie doit comprendre que si elle tente de violer le même cessez-le-feu, une frappe collective sera menée à ce moment-là. Plus tôt, le président de l'Ukraine a déclaré à plusieurs reprises que les questions les plus sensibles, y compris l'intégrité territoriale, les garanties de sécurité et la situation autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia, devaient être discutées exclusivement lors de pourparlers directs avec la participation des dirigeants de l'Ukraine, des États-Unis et de la Russie. Moscou rejette toujours cette possibilité. Elle continue d'attaquer l'Ukraine. En particulier, l'armée russe a intensifié les opérations de combat au sol le long de la ligne de front. Dans le même temps, elle a mené une nouvelle frappe massive. Les 23 et 24 mars, la Russie a lancé près de 1000 drones et 34 missiles sur l'Ukraine, selon Kristina Dombrovska, UATV News. C'est tout pour les actualités d'aujourd'hui et de la semaine. Je suis Henry Keane. Merci de votre attention cette semaine. L'Ukraine vous remercie. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, voire même à vous abonner à notre chaîne. Alors restez à l'écoute pour découvrir ce que la semaine prochaine nous réserve. UATV vous informera du point de vue ukrainien. Restez prudents et à l'écoute. À la semaine prochaine. Au revoir.